Deuxième situation en République centrafricaine, affaire le procureur contre Mohamed Saïd Abdelkani, numéro de l'affaire ICC 0114-0121. Nous sommes en audience publique. Le président, merci beaucoup. Donc, maintenant, d'après le planning, c'est aux représentants légaux des victimes de la part et l'OPCV, donc. Et ce sera à eux de présenter leurs arguments en clôture. Vous avez 30 minutes. S'il vous en faut un peu plus, nous serons tout à fait souples. En effet, nous n'avons pas encore entendu. Nous voulons vraiment entendre la voix des victimes. Merci, Monsieur le Président. J'essaierai de m'en tenir aux 30 minutes que vous m'avez octroyées. Peut-être 1 ou 2 minutes supplémentaires, mais je pense que les 30 minutes me suffiront. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, j'ai déjà rappelé les crimes que Monsieur Saïd est soupçonné d'avoir commis dans mes déclarations liminaires et je n'y reviendrai pas. Il en va de même pour la victimisation. Ces crimes s'inscrivent dans le cadre de la réalisation d'un plan commun ou d'un dessein commun visant à prendre pour cible les partisans présumés de Bozizé dans Bangui et à commettre les crimes visés dans le document contenant les charges à l'OCRB et au CEDAD. Ce plan commun a été mis en œuvre dans le cadre de la poursuite de la politique plus globale de la Séléka qui visait à maintenir l'organisation au pouvoir. L'existence de cette politique a été confirmée mercredi matin par la défense elle-même. Je cite, « L'unique élément qui va rapprocher une partie de ces groupes qui opéraient indépendamment les uns des autres était leur mécontentement vis-à-vis du président Bozizé. » Il s'agit du transcript français Real Time numéro 5, la page 10, ligne 17 à 21. Qui a été confirmée aux pages 17 et 18 quand la défense a repris à son compte les explications d'un expert de l'accusation dans l'affaire Yekatom et Gaïsona. La jurisprudence récente de la Cour a établi à cet égard que, je cite en anglais, « A policy may consist of a pre-established design or plan, but it may also crystallize and develop only as actions are undertaken by the perpetrators. » Donc, voir le jugement de la Chambre de première instance 9, numéro ICC 02 04 01 15 17 62 RED du 4 février 2021 au paragraphe 26 79. Madame, Messieurs les juges, malgré les efforts de la défense de M. Saïd, de nous, de vous, persuadés qu'aucun plan commun n'existait, les éléments de preuve versés au dossier par l'accusation démontrent qu'un tel plan a bien été conçu et mis en œuvre et que M. Saïd y avait un rôle essentiel en tant que colonel de haut rang au sein de la Séléka, chef de facto à l'OCRB, supervisant le fonctionnement du centre de détention, puis en tant que commandant des opérations au CEDAD. M. Saïd savait. M. Saïd a encouragé et supervisé la commission des crimes à l'encontre des victimes. M. Saïd n'a rien fait pour les en empêcher, quand il ne les a pas commis lui-même. Et c'est, paradoxalement, derrière ce rôle, ce statut au sein de la Séléka, que la défense semble se cacher pour forcer la Chambre à détourner son regard du suspect, pour le fixer uniquement sur ceux que la défense qualifie comme étant les plus hauts responsables. Elle va encore plus loin
et accuse le bureau du procureur de ne pas avoir mené d'enquête sincère, car elle met en avant la responsabilité de M. Saïd et non des autres membres de la Seleka. Je fais référence au transcript français Real Time numéro 4, de la page 43 à la page 45. Alors oui, la défense a essayé de nous faire croire que M. Saïd ne devrait pas être poursuivi devant la Cour et que ses supérieurs hiérarchiques y ont plus leur place. C'est absurde, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges. Je l'ai expliqué mardi. Cette audience de confirmation des charges est un pas important vers la reconstruction des victimes qui attendent des explications sur le sort qui leur a été réservé depuis trop longtemps. Bien évidemment, les victimes accueilleraient favorablement la poursuite de suspects des Seleka de plus haut rang encore. Mais leur absence aujourd'hui dans le box des suspects n'exonère en rien M. Saïd, contrairement à ce que la défense a vainement tenté de nous expliquer. Voir par exemple le transcript français numéro 4, page 34, 43 et 44. Je note incidemment que si la défense a vainement tenté de démontrer la désorganisation de la Seleka, point sur lequel je reviendrai tout à l'heure, elle n'a jamais contesté l'appartenance de M. Saïd à cette organisation, ni, a fortiori, son rôle dans la dite organisation, et plus précisément à l'OCRB ou au CEDAD, aux dates visées par les charges. Peut-être M. Saïd serait-il le seul membre de cette organisation à n'avoir pas fait preuve d'opportunisme en changeant de groupe en fonction de l'évolution des événements. Je fais ici référence aux propos de Maître Naouri, au transcript numéro 5, français, pages 5 et 6. Sauf à tenter de vous faire croire qu'il était tout à fait, je cite Maître Jacobs, normal que M. Saïd, comme volontaire, ait pu participer à l'intendance et s'assurer que les personnes travaillant à l'OCRB, par exemple, disposent de nourriture, de moyens leur permettant d'assurer leur mission de maintien de l'ordre. Et encore plus normal que le suspect, je cite encore, ait pu participer, toujours comme volontaire, à l'accueil et au processus de triage des personnes arrêtées. Je fais référence au transcript numéro 5, français, page 44 à 45. De plus, quand bien même les développements de la défense sur le passé colonial de la République centrafricaine et la structure étatique fantôme mise en avant par celle-ci correspondraient effectivement au contexte historique de cette affaire, voir les transcripts 4 français, Real Time, pages 28 et 29. Quand bien même, donc, ces citations correspondraient au contexte historique, ou tout du moins en partie, de tels arguments ne sauraient justifier et encore moins annihiler la responsabilité pénale des auteurs des crimes commis, notamment celle de M. Saïd. Les développements de la défense sur la signification du mot Seleka comme alliance ne sont pas clairs. En insistant sur l'emploi d'un mot et sa sémantique, la défense essaie encore de cacher la réalité. Voir à cet égard le transcript numéro 4 français, page 29, à partir de la ligne 14. Il en va de même pour les références au manque d'effectifs à l'OCRB mentionné par la défense. Voir le transcript numéro 4, français, page 31, ligne 14 à 18. Laissant de côté ce pauvre Albert Camus et avec lui tout le malheur du monde, je rappellerai juste que la Seleka, ce groupe, cette organisation, possiblement composée de différents sous-groupes,
ce qui n'en fait pas moins un groupe, se réfère elle-même comme étant la Séléka. Il ne s'agit donc pas d'un mot inventé de toutes pièces par le bureau du procureur. Incidemment, il est intéressant de noter qu'en se plaignant que les plus hauts responsables de cette même Séléka ne sont pas dans le box des suspects à la place de leurs clients, la défense contredit elle-même sa propre théorie selon laquelle il n'y aurait pas de Séléka, pas de groupe, pas d'organisation et pas de structure. Ceci étant, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, si on devait donner un quelconque crédit au raisonnement paradoxal et de ce fait peu convaincant de la défense, selon lequel, je cite, « les grades utilisés par des individus au sein de la Séléka, donc, ne veulent rien dire et surtout ne disent rien d'une quelconque organisation globale ou générale ou d'une quelconque hiérarchie », voir le transcript français numéro 5, page 33, lignes 12 à 14. Donc si on devait donner un quelconque crédit à cette affirmation, cet argument concernant l'inculpation des plus hauts responsables auxquels je viens de faire référence à la place de M. Saïd doit être écarté in limine. Sur ce point, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, permettez-moi d'ajouter avec force que le rejet d'un revers de la main de l'ensemble des preuves à l'encontre du suspect, qualifiées de calomnie à son encontre, dont, au dire de maître Jacquemin, il restera toujours quelque chose, n'est pas digne. Je renvoie au transcript français numéro 5, page 52, lignes 1 à 5. Les victimes ont été, je le répète, arrêtées violemment, emprisonnées et non simplement accueillies en cellules d'emprisonnement, comme essaie de nous faire croire la défense. Elles ont été torturées pendant des jours, voire des semaines, dans des conditions inhumaines, et dont la Chambre a désormais pris connaissance. Elles n'ont pas été simplement triées, comme voudrait nous le faire croire la défense. Tous ces faits l'ont été sous les ordres d'eux, quand non pas par M. Saïd, quand ce n'était pas littéralement sous son bureau. Au travers de ces soumissions maintes fois répétées avant la tenue de l'audience de confirmation des charges, par exemple dans les documents 175 RED 2, 164 corps RED, à travers ces documents donc, et de sa vaine démonstration lors de cette audience, la défense s'obstine à vouloir donner un rôle différent à l'audience de confirmation des charges que celui qui est le sien en vertu des textes juridiques de la Cour et de la jurisprudence qui en découle. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, l'audience de confirmation des charges n'est pas un procès, mais une audience préliminaire au cours de laquelle le procureur doit présenter au juge des éléments de preuve suffisants pour renvoyer l'affaire en procès. Tel que l'a souligné notamment la Chambre préliminaire 1 dans l'affaire Gbagbo, document ICC 02 01 01 11 325, daté du 14 décembre 2012, au paragraphe 22, l'audience de confirmation des charges a un objet et un but limité, conformément au régime juridique de la Cour. Cette Chambre ajoutait, et je cite en anglais, « One of the core purposes » L'un des buts principaux de la confirmation des charges est de fixer, de délimiter la portée factuelle du procès. In fine, il s'agit donc de garder à l'esprit que la norme d'administration de la preuve, moins stricte, la portée limitée des éléments de preuve et les règles distinctes d'administration de la preuve applicable au stade de la confirmation des charges, telle que l'a également rappelé la Chambre de première instance 5A du 3 juin dans un document ICC
01 09 01 11 13 34 du 3 juin 2014 au paragraphe 14. D'ailleurs, dans le guide pratique de procédure pour les chambres, maintes fois cité par la défense lors de cette audience, les juges rappellent, je cite, « Afin de ne pas préjuger de certaines questions, ni assigner prématurément une valeur probante à des éléments de preuve qui ne seront pleinement mis à l'épreuve qu'au procès, la chambre préliminaire devrait strictement limiter son raisonnement à ce qui est nécessaire et suffisant aux fins de ses conclusions sur les charges, page 18. Je cite encore le guide. Ce que doit faire la chambre préliminaire, c'est vérifier que les charges permettent au suspect d'identifier les événements dont il est question et le comportement criminel allégué, afin qu'il puisse s'en défendre. Page 13. Je m'en tiens là et note à ce sujet que l'accusation a également insisté sur la portée limitée des éléments de preuve à ce stade de la procédure dans ses conclusions finales d'hier. Je fais référence au transcript numéro 5 en français, page 67, lignes 14 à 19. La défense s'est finalement contentée de répéter à l'envi les mêmes arguments au cours de cette audience. Et ce faisant, elle a fait sienne la méthode qu'elle reproche à l'accusation. Elle présente des soumissions éparses, dépourvues de fondements factuels et juridiques. Et de fait, elle échoue à s'acquitter de sa tâche qui est de présenter des observations organisées et structurées, et ce, malgré l'utilisation d'une présentation PowerPoint. Ce faisant, la défense s'est contentée de faire part de sa lecture de l'histoire, sans jamais apporter d'éléments probants permettant de remettre en cause les éléments de preuve de l'accusation. À cet égard, la défense s'est référée à la fonction corrective et au bilan fait des procédures tenues avant l'audience de confirmation des charges, comme c'est son droit, en vertu de la règle 122.3 du règlement de procédure et de preuve. La défense a souligné la nature essentielle du document contenant les charges et du mémoire de préconfirmation comme base de son travail, et s'est empressé d'alléguer à cet égard un manque de clarté de ces deux documents et l'absence de démonstration faite des allégations qui y sont contenues. Je fais référence au transcript numéro 4, français, pages 37 et 38. Puisque la défense s'est livrée elle-même à un exercice de comparaison, je souhaite souligner qu'elle a bénéficié dans cette affaire d'un document contenant les charges extensifs et détaillés, accompagné d'une liste d'éléments de preuve et d'un mémoire de préconfirmation, ce qui constitue bien plus que les obligations statutaires de l'accusation. Je me bornerai donc à noter que les arguments de la défense fondés sur la difficulté de naviguer à travers un grand nombre d'éléments de preuve sont sans fondement. Quant à ces arguments portant sur le défaut de spécificité et le flou entourant les documents précités, à défaut de démonstration étayée de leur existence, ces derniers se retrouvent eux aussi sans fondement. Mais il ne revient ni à vous, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, ni à l'accusation ou aux victimes de se substituer à la défense, qui s'est contentée de pointer du doigt des déficiences alléguées, sans pour autant tenter d'expliquer la nature des manquements allégués de l'accusation et des conséquences de ces derniers sur le travail de la défense et sur le déroulé de l'audience de confirmation des charges. Finalement, sur ce point, il est également édifiant de constater que la défense,
manifestement à court d'arguments et peu concerné par la validité de ces affirmations, se replie sur l'utilisation de citations incomplètes, extraites de leur contexte, pour leur donner une signification qui sert sa lecture des événements, quitte à les vider de leur sens et à induire la Chambre en erreur. Je ne reviendrai pas sur l'exemple relevé hier par l'accusation concernant le rapport de la commission d'enquête des Nations Unies, voir le transcript numéro 5 en anglais, page 81-82. Je cite la transcription anglaise parce que cette partie n'est pas complète dans la transcription française à la page 70. Et je me référerai donc uniquement à la citation faite par Maître Jacobs hier matin de mon intervention dans mes déclarations liminaires, où mon confrère s'est bien gardé de mentionner la suite de la dite citation, qui indique comme suit. Les victimes ont été détenues, je cite donc, dans des conditions inhumaines, simplement parce qu'elles habitaient dans certains quartiers de Bangui, connus pour être des bastions de Bozizé en 2013, parce que certaines d'entre elles étaient d'origine ethnique Baya ou Banda, parce que certaines d'entre elles étaient de confession chrétienne, ou parce que certaines d'entre elles avaient exercé leur métier sous l'administration renversée, et la suite de ma citation, et parce que les Séléka considéraient que cela faisait d'elles des personnes acquises à la cause de Bozizé. Et cette citation peut être intégralement retrouvée dans le transcript numéro 4 en français, page 24, lignes 15 à 21. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, la défense conteste par ailleurs la qualification juridique retenue par l'accusation sous le chapeau de l'article 7.1k du statut de Rome. Article dont l'interprétation serait, d'après elle, controversée et demande que ce crime soit écarté éliminé pour manque de précision. Je fais référence au transcript numéro 4, français, pages 39 et 40. La défense suggère que le recours à cet article ne devait être qu'exceptionnel, au risque qu'il ne devienne une catégorie fourre-tout. Or, à cet égard, il suffit de se référer aux travaux préparatoires du statut de Rome, par exemple l'annuaire de la Commission du droit international de 1996, volume 2, partie 2, page 53, paragraphe 17, ou simplement à la jurisprudence de cette Cour, laquelle confirme que loin de constituer une catégorie fourre-tout, des critères stricts encadrant cette catégorie résiduelle de crimes ont été mis en place et sont appliqués. La Chambre de première instance 9 a récemment mis en avant ces garde-fous dans le jugement rendu dans l'affaire Ongwen le 4 février 2021. Voir le document ICC 02 04 01 15 17 62 RED au paragraphe 2741 à 2753. L'une des conclusions mises en avant par cette Chambre est notamment applicable à la présente affaire. Je cite le paragraphe 2744 en anglais, tout en vous référant également à la note de bas de page associée, la note numéro 7205. Donc je cite en anglais. International case law. La jurisprudence internationale suggère que des passages à tabac intervenant dans le cadre de conditions inhumaines de détention et obliger des personnes à assister à ces passages à tabac ou à ces meurtres constitue, surprend l'interprète, les autres actes inhumains. Fin de citation. En ce qui concerne la spécificité de ces crimes, la Chambre continue, je cite le paragraphe
2747, en anglais toujours, The Chamber. La Chambre peut rendre une condamnation au titre de l'article 7.1k si l'auteur inflige une grave souffrance ou des blessures graves, soit au corps, soit à la santé mentale, soit à la santé physique, par le truchement de conduite qui, tout en constituant aussi des actes constitutifs des crimes énumérés, est dans sa totalité, non pas identique, mais similaire en nature, en matière de gravité par rapport à ces crimes cités. Finalement, la Chambre a également précisé qu'il n'est pas nécessaire que l'auteur des faits ait porté un jugement de valeur sur le caractère inhumain de l'acte et qu'il suffit simplement qu'il soit démontré que ce dernier savait que les circonstances factuelles l'entourant établissaient ce caractère. Il s'agit du paragraphe 2753, toujours du jugement dans l'affaire Ongwen. Donc, les éléments présentés par l'accusation suffisent à démontrer l'existence de ces crimes, à la fois pour les conditions de détention déplorables et inhumaines dans lesquelles les victimes de M. Saïd ont été maintenues, mais aussi, comme l'a suggéré encore l'accusation hier, pour les familles de ces victimes enlevées et détenues au secret, qui n'avaient aucune idée du sort réservé à leurs proches et ont vécu un autre calvaire, auquel s'est encore ajoutée la terreur ressentie par ces événements. Je fais référence au transcript numéro 4, français, à la page 80 à 81. En conclusion, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, l'accusation a démontré qu'il y a des éléments de preuve suffisants pour établir l'existence de motifs substantiels de croire que M. Saïd a commis les crimes qui lui sont reprochés, atteignant le seuil probatoire exigé par les textes à ce stade de la procédure, conformément à l'article 61.5 du statut de Rome. L'ensemble de ces faits ont été démontrés par l'accusation avec des éléments qui sont suffisants au stade de la confirmation des charges pour permettre à la chambre préliminaire de statuer que les charges alléguées à l'encontre de M. Saïd doivent toutes être confirmées et que M. Saïd doit être renvoyé en jugement. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges. Le juge président, merci beaucoup, maître Pelé du Bureau du Conseil public pour les victimes. Nous redonnons la parole à la défense maintenant. Maître. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, après avoir lu dans le détail le DCC, le PCB, et après avoir écouté attentivement l'accusation, nous posons la question de la recherche de la vérité. Est-ce que la réalité que l'accusation a prétendu donner à voir à la Chambre s'approche de la vérité de ce qui a pu se dérouler en RCA entre mars et décembre 2013? Et c'est une question fondamentale, parce que
la manière dont l'accusation a cru comprendre la situation a des conséquences importantes. C'est sur la base de sa compréhension de la situation qu'un mandat d'arrêt a été délivré contre M. Saïd. C'est aussi sur sa perception des rapports sur le terrain que s'explique le choix de l'accusation de faire porter ses efforts contre des membres de rang subalterne, de ce qu'elle perçoit comme faisant partie d'une structure Séléka, sans pour autant s'intéresser aux plus hauts responsables du gouvernement de transition du président de Toja. Ou même aux personnalités les plus importantes de ce qu'elle décrit comme étant la Séléka. C'est ce qui explique aussi son choix clair de traiter les anciens plus hauts responsables du gouvernement et ceux qui en font encore partie actuellement avec mansuétude. Jamais, jusqu'ici, la vision de l'accusation n'avait été discutée en profondeur, la question examinée dans sa globalité. Jamais, la réalité de ce que recouvrait la Séléka ou de ce que recouvrirait la Séléka n'a fait l'objet d'un débat contradictoire. Jamais la qualification de la situation en RCA entre mars et septembre 2013 n'avait été débattue devant les juges de la Cour. Jamais l'existence, ou plus précisément l'absence, d'un conflit armé pendant la période de mars à septembre 2013 n'a fait l'objet d'un débat contradictoire. Jamais le fonctionnement de la structure de l'État de RCA sous le gouvernement du président de Toja n'a été discuté. Jamais le contexte de chaos et de criminalité prévalant en RCA entre mars et décembre 2013 n'a été analysé. L'accusation pouvait exposer ses thèses sans crainte d'être contredite. Faute de débat contradictoire, la Chambre n'a pas eu l'occasion d'en juger la pertinence, le bien fondé. C'est désormais chose faite. Nous avons, lors de cette audience, discuté des présupposés de l'accusation. Chacun de ses raisonnements, les éléments de preuve qu'elle a présentés et les conclusions qu'elle en tire. Alors, que vous dit l'accusation ? Elle nous dit que l'examen minutieux de la crédibilité des témoins à ce stade de la procédure n'est pas nécessaire. Page 67, lignes 9 à 13 des transcrits d'hier. Mais alors, l'audience serait-elle une mascarade de débats contradictoires ? Il faut bien le constater. À l'issue de cet examen approfondi, il ne reste rien de sa construction de départ. Tout l'édifice soigneusement construit s'est écroulé. Pourquoi ? Parce qu'il était construit sur des fausses prémices, des a priori, sur des amalgames historiques, culturels, politiques. La démonstration de l'accusation repose sur deux piliers. D'une part, l'affirmation que la Séléka existe
comme un groupe organisé et structuré, capable de répondre à une chaîne de commandement. D'autre part, que le gouvernement de transition de Michel de Todja est en réalité une structure, selon elle, Séléka, et elle entretient à dessein la confusion entre ce que serait la Séléka et ce que serait le gouvernement. Sur la base de ces deux piliers, l'accusation prétend premièrement qu'un conflit armé non international aurait fait rage en RCA entre mars et septembre 2013, et deuxièmement que toutes les structures étatiques, dont l'OCRB et le CEDAD, seraient des bases de cette Séléka et donc des instruments d'une soi-disant politique Séléka. Nous avons examiné cette théorie sous différents angles au cours des débats. De notre point de vue, la théorie de l'accusation n'a pas survécu à l'examen. Et les piliers de son argumentation se sont révélés être du sable. Nous avons en effet démontré, au cours des débats, combien la tentation de facilité et de simplification a des conséquences graves et conduit l'accusation à mal interpréter les événements dont on parle. Commençons par les soubassements du raisonnement. Tout d'abord, l'accusation ignore le contexte dans lequel s'inscrit la création d'un rassemblement éphémère entre groupes civilo-politico-armés, ce qui l'induit en erreur. Pour tous les spécialistes de la RCA, la création de groupes civilo-politico-armés, dès le début des années 2000, est motivée avant tout par des intérêts économiques locaux. Ce sont des groupes opportunistes qui seront progressivement considérés par les observateurs comme des rébellions et qui finiront en 2012 par former une coalition temporaire. Que nous dit l'accusation sur ces groupes? Rien. Rien dans le DCC, rien dans le PCB, rien non plus à l'audience. Nous avons entendu parler des anti-Bozizé et des anti-Balaka, tant pendant la présentation de l'accusation que lors du discours de clôture. Elle nous a fait une longue présentation concernant ces groupes armés. Or, il ne s'agit pas ici de l'affaire Yekatom Nguessona. Pourquoi ne pas nous expliquer ce que serait la Séléka? Pourquoi l'accusation n'a-t-elle même pas tenté de parler de sa création? Pourquoi l'accusation reste si discrète quand il s'agit d'expliquer qui sont les groupes qui composeraient la Séléka? Pourquoi l'accusation n'explique-t-elle pas sa structure? Comment les ordres seraient communiqués? Comment les chaînes de commandement présupposées fonctionneraient? Pourquoi se contente-t-elle de se référer de manière lapidaire à quelques groupes sans jamais expliquer comment ces groupes fonctionneraient ensemble? Parce qu'en choisissant d'ignorer ces éléments, l'accusation peut ignorer le nombre important de ces groupes, les luttes internes. Elle n'a pas besoin d'être confrontée au fait que ces groupes composent, au mieux, une nébuleuse de mécontents du gouvernement du président Bozizé.
Alors, pour contourner cet obstacle, l'accusation préfère présupposer l'existence de la coalition. Une simple analyse des bases de la démonstration de l'accusation montre donc sa fragilité. La Seleka n'est pas une structure hiérarchisée. Elle ne répond pas à une chaîne de commandement. Elle est encore moins guidée par un objectif donné. Devant ces faits irréfutables, c'est toute la démonstration qui s'écroule. La supposée ou présupposée Seleka n'existe pas comme groupe organisé. Alors, la Seleka ne peut pas être une partie à un conflit armé et elle ne peut pas se muer en structure étatique. Surtout l'absence d'un conflit armé entre mars et septembre 2013, démontrée par une littérature unanime, des rapports de spécialistes sans équivoque et une jurisprudence claire. Le conflit armé en RCA ne commence au mieux qu'à partir du mois de septembre 2013. Avant cette date, il existe en RCA des troubles et tensions internes qui se traduisent par des actes isolés et sporadiques de violence. Il semble que l'accusation espère, dans le cadre de l'affaire qui nous occupe, obtenir un résultat différent que celui obtenu dans l'affaire Yekatom et Nguessona. Ce n'est pas le lieu. En l'espèce, en l'absence d'un conflit armé entre mars et septembre 2013, il n'y a tout simplement pas de crime de guerre pendant cette période. Toute allégation de l'accusation de crime de guerre tombe. Par conséquent, il ne fait aucun doute que les charges de crime de guerre devront être infirmées. Il nous reste alors à nous intéresser à l'allégation selon laquelle des crimes contre l'humanité auraient été commis. À ce propos, il convient donc de s'intéresser au gouvernement de transition du président Dotodja. Il convient de noter ici un effort incompréhensible de l'accusation pour tenter de prouver l'existence d'une politique. Politique qui serait conçue par la Seleka et exécutée par la Seleka et par les structures étatiques. L'accusation s'appuie sur l'idée que la Seleka serait l'État et que par conséquent, l'OCRB et le CEDAD seraient des bases de la Seleka. L'accusation en veut pour preuve que le décret de nomination du président Dotodja, qui fait état de la nomination d'ex-Seleka à des postes ministériels, ce qui renforcerait ainsi, selon l'accusation, la position des anciens leaders Seleka, qui lui étaient, dit l'accusation, dévoués et qui écoutaient ses ordres. Or, nous l'avons vu. Non seulement le gouvernement du président Dotodja est un gouvernement d'union nationale, mais en plus, les chefs des anciens groupes qui constituaient temporairement la coalition Seleka n'écoutent personne, et en particulier se moquent de la structure de l'État. Il n'a donc à aucun moment été démontré par l'accusation ni la poursuite de la coalition Seleka, et encore moins qu'une forme quelconque de cette ancienne coalition serait absorbée dans la structure d'État.
Au contraire, ce qui ressort de la preuve de l'accusation elle-même, c'est l'existence d'une situation de criminalité de droit commun extrême. Et un État qui ne sait pas comment faire face à cette situation, notamment parce qu'elle ne dispose pas des moyens nécessaires. C'est dans ce cadre que l'OCRB et le CEDAD, comme structure étatique, tentent de fonctionner. Nous l'avons démontré. L'OCRB est avant tout un commissariat de police qui doit intervenir dans une période fortement marquée par la criminalité. Les témoins eux-mêmes indiquent qu'il s'agissait habituellement pour l'OCRB de connaître de délits de crimes de droit commun et que les détenus étaient des criminels de droit commun et des personnes se réclamant, c'est les cas, qui avaient été arrêtés par des éléments de l'OCRB. L'OCRB n'est donc pas une base Séléka, mais une structure étatique, sous l'autorité de la Direction générale de la police et du ministère de la Sécurité, qui respecte le processus juridictionnel sous le contrôle du procureur de la République. L'accusation voit dans l'existence de volontaires à l'OCRB, comme M. Saïd, qui collabore avec Mazinguet, le directeur de l'OCRB, la preuve de ce qu'il s'agirait d'une base Séléka. Mais ce n'est pas une révélation. Les plus hauts responsables de l'État ont indiqué qu'il y avait un manque cruel de personnel et que les FACA avaient fui. Et qu'il a fallu attendre le mois d'août 2013 pour que certains d'entre eux reviennent et reprennent leurs fonctions. Et que même à leur retour, les structures de l'État faisaient encore face à un manque d'effectifs important. Et que c'est la raison pour laquelle il fallait faire preuve de réalisme et accepter l'aide de volontaires pour tenter d'endiguer la criminalité croissante à Bangui. Le problème de l'accusation est simple. Elle ne peut pas prouver que l'OCRB était une soi-disant base Séléka, où il y avait une structure hiérarchisée et dans lequel le rôle de M. Saïd s'inscrirait. Elle ne peut pas prouver une quelconque organisation de l'OCRB, alors elle tente de contourner la difficulté. En mettant l'accent sur les débordements qui auraient eu lieu à l'OCRB et en présupposant le rôle de M. Saïd, afin de tenter de les lui imputer en espérant ainsi dissimuler l'absence de preuves concernant la responsabilité de M. Saïd. Mais la démonstration de l'accusation ne tient pas, puisqu'il ressort de sa preuve que l'OCRB est un lieu dysfonctionnel, sans structure, et par conséquent qu'il n'est pas possible de présupposer que M. Saïd serait responsable de tout ce qui s'y déroule. Surtout, nous avons montré que de nombreux individus y agissaient à titre personnel. Le même raisonnement s'applique pour le CEDAD. Un mot sur la politique d'un État. L'accusation ne tente à aucun moment d'établir son existence. Pourtant, l'on ne peut s'intéresser aux événements s'étant déroulés à l'OCRB et au CEDAD dans le cadre de la qualification juridique du crime contre l'humanité qu'à partir du moment où l'accusation a établi au préalable la politique de l'État,
structure dans laquelle s'inscriraient alors l'OCRB et le CEDAD. Est-ce que l'accusation disposait d'éléments utiles pour déterminer si oui ou non il y avait une politique d'État? Certainement. Comme elle l'a rappelé en audience publique, en réponse à la défense qui commentait des manquements des enquêtes de l'accusation, notamment le fait qu'il manquait certains témoins clés pour comprendre la crise, elle indique, je cite, page 55, lignes 22 à 25, « Les autres témoins auxquels il est fait référence par la défense ont aussi été interviewés, y compris dans le contexte plus large du conflit. L'accusation a donc concédé publiquement avoir interrogé certains témoins clés pour comprendre la crise. Mais elle n'en tire pas les conséquences. Pourquoi ne pas se servir de ces éléments ? Pourquoi ignorer les parties des témoignages qui permettent de se prononcer sur la question de la politique d'un État ? Et pourquoi mettre de côté les témoignages pertinents et même cruciaux de certains témoins rencontrés, comme P10-19 ? Ces témoins sont censés avoir fait partie de la politique de l'État qui devrait permettre, selon l'accusation, d'établir une allégation de crime contre l'humanité. Si tel est le cas, ces témoins sont alors des acteurs de cette politique d'État et ils doivent être poursuivis. Or, à l'incompréhension générale, lors des audiences, l'accusation maintient sa position que les témoignages d'acteurs de premier plan de la crise ne seraient pas suffisants pour des poursuites. À partir du moment où l'accusation ne les poursuit pas, parce qu'elle considère qu'elle n'a pas assez d'éléments contre eux, alors ça revient à dire qu'elle n'a pas assez d'éléments pour établir la politique d'État. Et alors, l'allégation de crime contre l'humanité contre M. Saïd tombe, puisque les faits qui lui sont reprochés doivent s'inscrire dans la logique même de ce qu'allègue l'accusation. Dans la politique de l'État qui existerait lors de la présidence de Michel de Todja. Le procureur les a rencontrés. Le procureur considère qu'ils n'ont pas de rôle dans une politique d'État puisqu'ils ne se servent pas de leurs témoignages. Alors M. Saïd ne peut pas être poursuivi du fait de cette politique. Si ces témoins ne sont pas inquiétés, alors M. Saïd devrait l'être encore moins. L'accusation doit être cohérente. Elle ne doit pas plaider une chose, qui est l'existence d'un crime contre l'humanité, qui suppose l'existence de la politique d'un État, et le contraire, qu'il n'est pas nécessaire de prendre en compte les témoignages des plus hauts responsables politiques pour tenter d'établir la politique de l'État. Surtout que, contrairement à ce qu'allègue l'accusation, la procureure était clairement en contact avec ses témoins dès 2013, pendant les événements. Puisque P10-19, que l'accusation a décidé d'ignorer, dit clairement et sans ambiguïté concernant ses rapports avec le bureau de l'accusation, elle m'a prodigué beaucoup de conseils. Il faut éviter des exactions, il faut ramener la paix. Pièce 323 de la Défense, page 1172,
ligne 1009 à 1010. Il s'agissait donc bien de discuter des événements de 2013 avec ce témoin. La défense a pris acte de ces éléments, développant tous ses arguments sur la base des témoignages de personnes sachant, dont dispose l'accusation. Puisque ce qu'allègue l'accusation contre M. Saïd revient à mettre en cause le gouvernement de Dotodja. Par conséquent, en l'absence d'une structure Séléka et d'une politique d'État, l'accusation de crime contre l'humanité tombe aussi et ses charges doivent être infirmées. Alors, que reste-t-il du dossier qui vous a été présenté par l'accusation? Rien. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, nous sommes-nous rapprochés de la vérité en écoutant l'accusation? À l'évidence, non. Nous nous en sommes éloignés, car la réalité qu'elle nous a dépeinte est une réalité fantasmée. Le récit proposé par l'accusation occulte la complexité de la société centrafricaine. Et ce qui prouve la complexité des événements récents s'étant déroulés ces 20 dernières années en RCA, ce sont les nombreuses procédures judiciaires existantes concernant les faits qui s'y seraient déroulés. Notamment la création d'une cour pénale spéciale et le nombre important d'affaires devant la CPI qui concernent cette situation. Il nous appartient donc, dans une situation et un contexte contentieux complexe, de bien distinguer entre les faits qui relèvent de juridictions pénales internationales de ceux qui relèvent du droit commun. Il nous appartient de donner l'opportunité aux Centrafricains de pouvoir se saisir de leur destin. Et c'est là où cette audience prend tout son poids. Une audience qui, comme le rappelle la jurisprudence, est un mécanisme tendant à protéger les droits de la défense contre des accusations abusives et entièrement infondées. C'est l'occasion parfaite pour refuser de suivre l'accusation qui tente de poursuivre des faits qui ne relèvent pas de juridictions pénales internationales. Il appartient de donner aux acteurs judiciaires locaux le pouvoir de décider de l'opportunité des poursuites et d'établir la vérité judiciaire. C'est à vous, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, qu'il appartiendra de rappeler à tous ceux qu'il ne peut y avoir de justice sans vérité. C'est sur les épaules de l'accusation que repose la charge de la preuve, pas sur celle de la défense. La défense n'est pas tenue ici d'apporter les éléments de preuve contraires, mais simplement de montrer que les éléments présentés par l'accusation au soutien de son argumentation ne sont pas suffisants pour justifier une confirmation des charges. L'accusation se paie de mots. Nous avons à nous intéresser aux faits. Les faits découlent de la réalité, et la réalité, elle est là, sous vos yeux. Prenez-en acte. Tirez-en toutes les conséquences. Ne confirmez pas les charges contre M. Saïd, et ce sera justice. Je vous remercie. Thank you very much. Juge président, merci beaucoup, maître. Bien, avec cette conclusion de la défense, nous en venons
À la fin de l'audience de confirmation des charges, comme les parties et les participants le savent, la décision sur la confirmation des charges doit être rendue dans un délai de 60 jours à compter d'aujourd'hui. Monsieur Saïd, vous comprendrez donc que d'ici 60 jours, la Chambre aura rendu sa décision si les charges apportées par le procureur devront être confirmées ou pas conformément au règlement 53 du règlement de la Cour. Je souhaite remercier l'ensemble des intervenants, les avocats de la défense, le bureau du procureur, l'OPCV, les interprètes, les greffiers d'audience, les techniciens, les officiers de sécurité et tous les membres représentants du greffe pour leur coopération. L'audience est levée et nous souhaitons à tous et chacun une bonne journée.